This is a national emergency. The President of the United States, or his designated representative, will appear shortly over the emergency broadcast system. All radio stations and television... Doctor, will you tell these fools I'm not crazy? Make them listen to me before it's too late! Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't, if you fail to understand, then the same incredible terror that's menacing me will strike at you! Et si tout ce que tu pensais savoir sur ton voisin, sur ton collègue ou même sur ta propre famille était un mensonge, et si ceux que tu aimais n'étaient plus eux-mêmes? Aujourd'hui, on plonge dans l'une des histoires les plus dérangeantes de l'histoire du cinéma. 3 films, 3 époques et un seul cauchemar. Alors découvrons ensemble, sans plus attendre, comment ce film culte a été réinventé et ce que ces remakes nous disent de l'autre époque. On se retrouve tout de suite après le générique pour parler donc de 3 films incontournables. Je salue tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent à présent pour parler donc de ces 3 films. Commençons donc par le commencement avec Body Snatcher, l'invasion des profanateurs de sépultures, film classique de science-fiction et d'horreur réalisé par Don Siegel, un cinéaste qui allait devenir une légende et notamment pour son travail avec Clint Eastwood. Le film est basé sur le roman de Jacques Finet, publié en 1955. La particularité du film, c'est qu'il n'est pas seulement un film de science-fiction, mais aussi un film à dimension sociopolitique, avec des sous-textes sur la paranoïa de l'époque, en partie la peur du communisme et de la conformité qui font penser à la guerre froide. Kevin McCarthy, vous savez, et l'auteur Jacques Finet ont toujours nié la rumeur selon laquelle l'histoire serait une déclaration contre le macartisme et le communisme. Ils l'ont simplement considéré comme un thriller. Donc le réalisateur Don Siegel, cependant, lui, estime que les références politiques au sénateur Joseph McCarthy et au totalitarisme sont indéniables, même s'il a essayé de ne pas trop le souligner effectivement. Alors, mais de quoi parle ce film, me direz-vous? Eh bien, ce sera la même chose pour les 3 films, donc je ferai un résumé qui va pouvoir regrouper les 3 films. Nous allons suivre le docteur Miles Bennell, médecin de petite ville de Santa Mira, près de Los Angeles, qui s'aperçoit peu à peu que les habitants de cette petite ville, assez tranquille, se transforment en êtres dénué de toute émotion. Il découvre alors que les extraterrestres s'emparent pendant la nuit, pendant que les gens dorment, du corps de ses citoyens. From another world, spawned in the light years of space, unleashed to take over the bodies and souls of the people of our planet, bringing a new dimension in terror to the giant Super Scope screen. Jack! Miles, where do they come from? I don't know. They're here already! You're next! Le film a été réalisé avec un budget modeste de 417 000 $, ce qui est assez faible à l'époque, mais ce budget réduit a forcé l'équipe à être créative, notamment en ce qui concerne les effets spéciaux et le choix des décors. Le tournage n'a duré que 19 jours. Les acteurs et l'équipe ont travaillé 6 jours sur 7, le dimanche étant quand même libre, mais bon. Le film est sorti en 1956 et a eu un succès commercial
assez important, rapportant plus de 2 millions de dollars aux États-Unis, ce qui est assez énorme pour cette époque et surtout pour un film à petit budget. Sur le plan critique, il y a de bonnes éloges et il est désormais considéré comme l'un des plus grands classiques du genre. Il a été salué pour son atmosphère tendue et son traitement de la peur, bien avant que les films de zombies modernes n'explosent en popularité. D'ailleurs, doit-on les comparer? Pour ma part, je dirais que c'est un film d'anticipation qui était à la mode en cette période aux États-Unis, où il craignait l'invasion des Rouges et où tous les films faisaient allusion à ce monstre de l'Est. Alors, pourquoi ne pas oser la comparaison avec l'invasion surnoise des extraterrestres? Alors, c'est une curiosité réussie, mais qui est marquée donc par l'empreinte de son temps, assez lisse, assez propre, malgré tout. On ne voit que les cocons qui éclosent et une transformation sommaire. Tout le suspense vient de l'hystérie qui gagne peu à peu les protagonistes et puis cette bande son quand même assez prenante qui vient nous faire baigner dans cette atmosphère anxiogène. Bon, on nous dépeint une petite ville tranquille qui se transforme petit à petit en autre chose. Une guerre des mondes, soft et sans violence. Fidèle à lui-même, Don Siegel, lui, nous offre une belle série B qui ne déplaira pas aux amateurs du genre. Ça louche du côté polar noir en même temps. Et même si on aurait aimé un peu plus de subtilité ou une manière un peu plus cauchemardesque de présenter cette invasion, un peu comme cette scène d'ailleurs où les hommes et les femmes de la ville se regroupent sur la place centrale, c'est une scène pas très importante presque, mais elle est percutante et réussie. C'est un film de son temps qui sort un peu du lot en comparaison avec les autres films du même genre. Conclure, je dirais que ce film est quand même un petit bijou du cinéma des années 50 qui aurait toute sa place dans la rubrique « On se fait une toile ». Et même après tout ce temps, il garde sa capacité à perturber et à faire réfléchir. Alors vous l'avez compris, on n'est pas forcément sur un format de on se fait une toile, on n'est pas non plus sur le format box-au-film que vous pouvez connaître avec des films plus récents, on est sur un mix des deux puisqu'on part de 1956, vous allez le voir, pour finir dans les années 2000 avec ces trois films qui racontent la même histoire. C'est un remake audacieux, c'est un remake qui n'est pas simplement une copie du film original, effectivement. Philip Kaufman, le réalisateur, a voulu donner au film une toute autre tonalité en l'ancrant dans les années 70, une époque marquée par des changements sociaux et politiques profonds. Donc, comme le premier film, on s'inspire de ce qui se passe à cette époque, la guerre du Vietnam, la méfiance envers le gouvernement et la montée de la contre-culture ont influencé le ton du film, qui est beaucoup plus cynique et plus paranoïaque que celui de 1956. Pushed on by the solar winds, they adapt and they survive. The function of all life is survival. Sleep, sleep, sleep. From deep space, sleep. The seed is planted. Sleep, sleep. Terror grows. Matthew! 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 Like the others. Elizabeth, wake up! Get you when you sleep. Sit up! Invasion of the Body Snatchers. Get down! Starring Donald Sutherland, Brooke Adams, Leonard Nimoy. Invasion of the Body Snatchers. From deep space, the seed is planted. Terror grows. Le film donc réalisé en 78, le climat politique et social était marqué par une forte méfiance des autorités après le scandale politique du Watergate. Un changement clair de la société à la fin de la guerre du Vietnam aussi. Kaufman a donc exploité cette atmosphère de paranoïa pour ajouter une dimension socio-politique au film, comme une réflexion sur la déshumanisation et l'anonymat dans la société contemporaine. Bon, vous l'avez compris, je vais pas m'attarder sur l'histoire puisqu'on est quasiment sur la même chose. Même si les personnages n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions dans le film, mais le casting, il est
impressionnant avec Donald Sutherland donc dans le rôle de Matthew Bennell. Il reprend donc le rôle du docteur Miles du premier film. Il est remarquable. Il incarne un homme ordinaire confronté à l'effondrement de sa réalité. Sa performance devient un moteur du film. On peut citer aussi Brooke Adam, un personnage central à la fois sensible et forte, qui se bat pour comprendre ce qui se passe. Elle offre une belle dynamique avec un duo avec Donald Sutherland et viendra ensuite bien sûr Jeff Goldblum dans l'un de ses premiers grands rôles au cinéma, un collègue excentrique bien sûr comme d'habitude, comme il sait si bien le faire je vais dire, et il apporte une petite touche de légèreté au film. Nous allons bien sûr mentionner aussi Monsieur Spock, Leonard Nimoy, un psychiatre complètement crédible dans son rôle. Donc c'est un beau casting, je vous l'avais dit. Cette fois-ci, le film a été tourné principalement à San Francisco, une ville emblématique de l'époque. Beaucoup de films se sont tournés dans cette ville à cette époque-là, avec une ambiance décalée et étrange. L'idée d'une invasion secrète dans une grande ville, dépersonnalisée et d'autant plus percutante. Le budget a été de 3 millions de dollars, bien plus élevé que sur le premier. Bien sûr, les époques ont changé aussi, mais le succès au box-office, lui, n'a pas été démenti non plus. Il y avait vraiment une attente sur un genre de film comme ça. Le film a réalisé 25 millions de dollars, donc un excellent résultat pour un film d'horreur de cette époque. Il y a eu aussi des critiques élogieuses pour son atmosphère, sa tension, et c'est vrai que c'est un film marquant. Je l'ai vu il y a déjà quelques années, on va dire, et la scène finale notamment reste juste percutante. Je l'ai revu pour l'occasion, et effectivement, ça fait toujours le même effet. Bon, après voir Donald Sutherland, un inspecteur d'hygiène qui vient sans blouse, sans masque, sans rien, et qui fait le tour d'une cuisine au milieu des cuisiniers où là ça travaille en plein milieu, voilà, il va trouver un bouillon et d'une manière spontanée, il va trouver une crotte de rat. Oh, il est fortiche le gars. Bon. Désolé, petit défaut professionnel, mais bon, passons et revenons au principal, c'est-à-dire au film. Le film est excellent car il sait emmener son spectateur vers une issue sans espoir. La mécanique très bien huilée nous fait prendre conscience de ce qui se joue juste devant nous, subtilement, mais de manière chirurgicale. Et la tension monte inexorablement jusqu'au point final. Plusieurs scènes percutantes, je l'ai dit. Voilà. Le film pourrait sembler daté, bien sûr, 78, mais il faut bien avouer que le visage de Donald Sutherland à la toute fin, le doigt pointé et ce cri a de quoi glacer le sang de bien des spectateurs, et bien sûr, vous l'avez compris, je compte parmi ceux-là. Le film s'octroie donc en plus un casting juste 5 étoiles, comme je l'ai déjà mentionné. Alors quel plaisir de voir ces acteurs ultra connus aujourd'hui se donner le change. Les effets spéciaux sont simples mais efficaces, et voir ce chien à tête d'homme est le parfait exemple de l'horreur simple, mais encore une fois, le mot est lancé, c'est percutante. Donc, simple mais percutant. Pour conclure, ce film de Kaufman a donc été non seulement un succès au box-office, mais il est également devenu un film culte, toujours très influent dans le genre de l'horreur et de la science-fiction. C'est un remake qui a réussi à surpasser l'original, tout en restant fidèle à son idée principale, et qui, par sa critique acerbe de la société, résonne encore aujourd'hui. Donc, ne vous privez pas, il faut à tout prix revoir ce film, ou le voir même si vous ne l'avez simplement jamais vu. Alors, le dernier remake, le dernier film fait à partir de cette histoire, alors, était-ce vraiment nécessaire ? Moi, je vous pose la question. C'est un film de 2003, donc voilà, on a passé de décennies, réalisé par Abel Ferrara, et c'est là que cela retient mon attention. Mais est-ce que ce film ne serait pas le parent pauvre des remakes de cette franchise, si on peut appeler ça une franchise, bien sûr. Est-ce qu'il mérite vraiment qu'on s'y attarde ? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Bon, je vais faire un effort rien que pour vous. Effectivement, on peut être curieux, car oui, c'est Abel Ferrara, le réalisateur. Alors, ça peut attirer, effectivement. C'est un réalisateur qui est presque culte, on va dire. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Mais il a quand même fait Lieutenant, The Funeral et aussi New York, 2 heures du matin.
Petit avis que j'ai posté sur la chaîne, si vous avez envie d'aller voir, ne vous gênez pas. Vous l'avez compris, je ne vais pas m'attarder sur l'histoire puisqu'elle reprend à quelque chose près la même chose que les deux premiers films, sauf que cette fois-ci, Abel Ferrara se concentre sur un univers plus fermé, plus intime, et oui, il choisit de mettre son histoire dans une base militaire, confinement, dimension d'isolement et sans espoir. Là où les autres films étaient en pleine liberté, petite ville pour le premier, grande ville pour le deuxième, là, il opte pour quelque chose de plus resserré. There's something in the night, and it seems like terror. There's someone in your bed, and it looks like you. Mommy? Life will be simpler now. The only thing missing Mommy? will be you. Mommy? What's the matter, honey? What's the matter? There's Mommy. She's right there. What happened? Where are you gonna go? Where are you gonna run? Where are you gonna hide? Nowhere. Because there's no one like you left. Body snatchers. Abel Ferrara fait le choix de situer son histoire dans une base militaire et c'est pas forcément anodin, effectivement. En fait, il fait la critique d'une société de plus en plus militarisée et conformiste. C'est pas seulement un film sur les extraterrestres, c'est aussi un film qui aborde les thèmes comme le contrôle, la surveillance et le conformisme dans une époque où la menace du totalitarisme et de la perte de liberté est présente. Comme quoi, chaque réalisateur s'est inspiré de son époque pour pouvoir placer cette histoire dans un contexte politique. En ce qui concerne le casting, à part Forest Whitaker qui fait une pige, on va dire, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le budget du film est estimé à 15 millions de dollars, pas énorme, forcément, pour un film de genre à l'époque, surtout comparé aux autres remakes, et notamment celui de 78, mais bon, ça reste respectable pour un film soi-disant d'horreur, mais par contre, alors là, le box-office, il s'est cassé la gueule directement avec 4,7 millions de dollars de recettes. C'est un résultat très faible. Bon, on va dire qu'il n'a pas trouvé son public. Je dois quand même dire que j'avais vu ce film à sa sortie, non pas au cinéma, non, je l'avais vu en VHS pour ceux qui savent encore ce que c'est. Alors pourquoi cette retranscription qui n'apporte rien, voire même entache ce qui a déjà été fait? Qu'est-ce qui ne va pas, allez-vous me demander? Eh bien, je vais vous répondre sans plus tarder, tout simplement. À peu près, voilà, tout, il n'y a rien qui va. On ne s'attache pas aux personnages, on dirait qu'ils ne font que passer. Certes, il y a toujours les deux protagonistes, l'actrice Gabrielle Anwar, dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant d'ailleurs. Bon, elle fait le taf, hein, elle fait le taf, il n'y a pas de souci, mais son copain. Alors, lui, il a aucune expression. Qu'il soit en train de jouer la séduction, la résolution, l'indifférence, la passivité, la colère. En fait, il a qu'une seule expression, le jeu du regard. Ténébreux et beau gosse attitude. Bon, on n'y croit pas du tout. Et puis d'ailleurs, bon, je veux pas être méchant, mais il y a qu'à regarder sa filmographie. Elle parle d'elle-même. Hein. Je veux dire, il y a rien à se mettre sous la dent, il y a rien de bon. Et d'ailleurs, il a pas fait une grande carrière. Alors, est-ce un problème de casting? Vous me direz peut-être. Est-ce que c'est un problème de direction d'acteur? Peut-être. Est-ce que c'est un problème d'investissement? C'est un peu tout ça mélangé, je dirais. Le film, comme ses prédécesseurs, s'inscrit donc dans l'ère du temps, mais avec beaucoup plus de facilité, puisque tout se passe dans cette fameuse base militaire. On a un aspect assez délimité, confiné, voulu par le réalisateur, mais qui ne donne certainement pas le rendu voulu. La tension vient des effets spéciaux, lorsque l'hôte vient prendre la place de l'humain avec ces espèces de tentacules qui s'introduisent dans le corps. Ouais, bof, quoi. Il y a quelques scènes de nudité, histoire de ne pas oublier que le côté sulfureux de Ferrara, celui qu'il aime bien, un petit peu voyeur, on va dire, mais bon, là, c'est très très restreint malgré tout. Mais c'est tellement plat, il manque une réelle tension, une réelle atmosphère. Le film n'arrive jamais à nous transmettre cette peur, cette psychose que les autres films pouvaient véhiculer, comme ce cri
caractéristique qui donnait les frissons dans le film de Kaufman. Ici, il est utilisé bien trop souvent et partout. Donc l'effet est moindre, il est même gâché, je dirais. Et ce n'est pas les quelques effets pyrotechniques de la fin qui vont nous aider à oublier toutes les lacunes de ce film. Alors pour conclure sur cet avis, c'est un film au scénario assez léger, trop léger, qui ne procure aucune tension, assez mal joué, qui tombe assez vite dans la facilité. Il n'y a qu'à voir le générique de début pour constater que tout le reste est dans la même veine, assez moche, digne d'un téléfilm. Alors désolé monsieur Ferrara, mais là c'est pas possible. Et bien voilà, c'est presque terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit format qui oscille donc entre On se fait une toile et Box au film, un mix nécessaire puisqu'on part d'un film de 1956 pour arriver à un film de 2003, donc effectivement exercice original aujourd'hui. Vous connaissez mon point de vue, je pense qu'il faut voir ou revoir le second, c'est-à-dire de celui de Philip Kaufman. Ça, c'est une obligation. Le premier aussi, je vous le conseillerais, parce qu'il fait partie de son époque, il est dans l'ère du McCarthyisme. Et puis après, si vous avez 1h30 à perdre, à tuer, vous pouvez aller du côté des militaires avec ce Body Snatcher de Ferrara. Cette fois, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous incite comme d'habitude à liker, à vous abonner, à faire marcher l'algorithme de YouTube en me laissant un petit commentaire pour savoir ce que vous pensez de ces films. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, portez-vous bien surtout.